Plus les innovations technologiques se diffusent, plus elles obligent l'entreprise à s'adapter rapidement. Et avec ces adaptations, on passe progressivement du modèle historique d'entreprise industrielle à l'entreprise numérique. Alors l'entreprise numérique, c'est un terme que l'on entend de plus en plus sans toujours savoir exactement ce qui se cache derrière. Alors pour comprendre, Xerfi Canal reçoit aujourd'hui l'un des plus éminents spécialistes de la question, Bernard Dubs, président fondateur du BIT Analyst Group et membre du comité économie et société numérique du MEDEF. Bernard Dubs, bonjour. Bonjour Thibault. Alors, derrière ce terme économie numérique, qu'est-ce qui se cache? Est-ce qu'on pourrait presque le dire un peu dans un sens, faire une petite provocation et dire que c'est un petit peu un effet de manche? Non, ça existe vraiment. Non, et ça depuis existe longtemps. vraiment. Je pense que la réponse est définitivement non. Mais l'entreprise numérique est vraiment une évolution de l'entreprise et qui prend ses racines vraiment dans la société industrielle qui a commencé à la limite à la fin du XVIIe siècle. Mais sans remonter si bien, on doit revoir un petit peu ce qui se passait jusqu'aux années 70, à la fin des 30 Glorieuses, qui était vraiment une décennie de transition. Alors qu'est-ce qui se passe par rapport aux 150 ou 200 ans précédents? C'est tout simplement, on a des innovations importantes. Du côté de la technologie, c'est l'arrivée du microprocesseur. En 1971, c'est aussi ARPANET, le parent d'Internet, 1969, début de ces années 70. Et on sait que les cycles de prospérité économique sont en général engendrés par des gains de productivité qui viennent de la technologie et de l'énergie. On vient de parler de la technologie, voilà. Parlons de l'énergie. Tout le monde se souvient des chocs pétroliers, bien sûr, des années 70, qui a obligé les pays industrialisés à regarder un petit peu de plus près comment ne plus gaspiller, on va dire, l'énergie. Et puis, il y a un troisième facteur qu'on oublie parfois, mais qui est très important pour l'entreprise, c'est que c'est aussi la décennie où l'on a basculé, dans nos pays industrialisés, d'une économie d'équipement à une économie de remplacement. C'est-à-dire que l'homme s'est saturé de certain nombre de biens, type réfrigérateur et télévision, et donc l'usager qui achetait ce qu'on lui produisait, sans trop discuter, il a commencé à se transformer en client, donc à avoir son mot à dire. Et donc pour servir ce client qui bouge et qui devient un client cible mouvante, qui aujourd'hui est même un client citoyen, qui veut co-créer les produits et services dont il a besoin, l'entreprise s'est adaptée. Et elle est passée, donc ce modèle d'entreprise industrielle, organisé autour de ces trois grandes fonctions, produire, vendre, gérer, historique, progressivement vers un modèle plus horizontal qui nous mène vers l'entreprise numérique. Alors on comprend bien le cheminement historique qui amène à l'avènement de l'entreprise numérique, mais si on devait définir, si on devait caractériser cette entreprise numérique en quelques termes, qu'est-ce qui la définit, qu'est-ce qui la différencie de l'entreprise industrielle? Voilà, alors donc on a eu dans une première temps, on parlait de l'horizontalisation, de la transversalité, qui avait été un peu annoncée par Michael Porter et ses travaux des années 70, dont on a mis en place des processus. Et les processus, c'est un petit peu des passerelles entre les fameux silos des fonctions produire, vendre, gérer que j'indiquais actuellement. Et donc, un petit peu comme la théorie des cycles, on sait que ces cycles de transformation long terme, ils prennent 40-50 ans, ce sont les cycles de Kondratiev, qui eux-mêmes se divisent souvent en quatre quartans, on va dire, d'une dizaine d'années. Et vous avez vu l'entreprise qui, au niveau des années 80, a mis en place les processus manuels. Dans les années 90, a automatisé ces processus manuels. Et puis, comme c'était quand même des silos horizontaux un peu inflexibles, donc dans les années 2000, on a commencé à modulariser les processus. Et nos décennies 2010, elles voient la mise de l'intelligence à l'intérieur de ces processus automatisés. Donc on comprend bien que le mot important, c'est horizontalité pour définir le... Horizontalité, processus, dans un premier cas, agilité. Et le cloud, qui est un des mots à la mode, en tout cas des buzzwords, intègre cette flexibilité et cette agilité. Et c'est parfois l'occasion pour monsieur DSI de se transformer d'un monsieur non en un monsieur oui pour le business. Alors, vous avez employé le mot d'agilité aussi, qui est important pour définir. Quels sont les autres mots pour définir l'entreprise numérique qui vont avec ce mot agile, horizontalité ? Voilà, donc alors c'est un point important. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises, le gros du peloton est encore en train d'essayer de s'optimiser au niveau des processus. Donc j'ai rencontré il y a quelques semaines aux États-Unis la personne en charge des ressources de la Bank of America, qui suite par exemple aux grosses acquisitions qui ont été faites après Lehman Brothers, est en train encore de s'optimiser à ce niveau-là. Mais les autres domaines existent, bien entendu. Pour moi, on en voit 8 autres dimensions qui vont faire vraiment l'entreprise numérique de demain. Et la plupart sont d'ailleurs en phase plutôt avec le client de l'entreprise ou l'écosystème de l'entreprise, client, fournisseur, partenaire. Au premier rang desquels, on commence à avoir la collaboration.
Parce que la collaboration, c'est une manière d'horizontaliser les rapports ou de mettre des passerelles entre les hommes. Donc on a un certain nombre d'entreprises qui sont assez fortes dans ce domaine-là. Je citais aux États-Unis des gens comme Colgate-Palmolive ou Caterpillar. En Europe, les Allemands sont très forts, Bosch, BASF, parce qu'ils sont très processus, si vous voulez, on parlait de juste avant. Mais il y a aussi des pays émergents, par exemple la Cemex, qui est notre Lafarge mexicain, est quelqu'un qui est très en avance dans ce domaine-là. Une autre approche concerne vraiment le centré client au niveau de la relation commerciale, avec la possibilité justement du digital marketing, donc du marketing numérique, qui permettent aux personnes avec le téléphone portable ou le smartphone d'être suivies de chez lui au magasin et de retour. Troisième dimension, on parle de l'innovation, de la co-innovation, donc toujours dans l'horizontalité. Toujours dans l'horizontalité. Alors on parle bien sûr pour les produits et services, et bien sûr c'est le crowdsourcing. Vous voyez de plus en plus, on demande aux gens voilà, on a commencé à faire un certain travail en R&D. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien? Comment on doit adapter le produit? Mais vous avez aussi des innovations, je dirais, encore plus innovantes. Je pense au cas de la TD Bank of Canada, qui se vante d'être la seule banque non banque en ligne, qui est ouverte 7 jours sur 7. Et comment c'est possible? Tout simplement, elle a réussi à convaincre ses collaborateurs en agence de travailler aussi le dimanche. Ce n'était pas évident. Non pas simplement pour des questions d'argent ou plus, mais elle a dit, écoutez, demandez par vos réseaux sociaux, demandez à vos voisins, à votre famille, s'ils étaient intéressés, si on est sont ouverts le dimanche. Et qu'est-ce qui est l'intérêt? Et donc, ils se sont aperçus que les voisins, les amis disaient, ah oui, ça serait bien si on était ouvert le dimanche un petit peu, parce que ça nous permettrait ceci et cela. Et donc, on arrive à une innovation, c'est-à-dire que les gens sont ouverts le dimanche, mais à travers cette approche très, très collaborative des réseaux sociaux. Alors là, vous prenez vraiment des exemples très concrets, vous parlez d'entreprises existantes qui ont des projets bien réels, qui participent à l'avènement de l'entreprise numérique, mais pourtant, votre théorie, c'est qu'on a encore 10 ans à attendre avant que vraiment l'entreprise devienne pleinement une entreprise numérique. Ça avance progressivement. C'était un certain nombre des éléments, mais on en a d'autres. Au niveau, aujourd'hui, on parle beaucoup de big data, des données et d'analytique. Il y a aussi des entreprises qui veulent se différencier par, justement, en étant la meilleure entreprise analytique. Je pense, par exemple, aux États-Unis, au groupe qui est Avis Budget, donc dans la location de voitures, où le PDG dit « Je veux me différencier en utilisant au mieux toutes les données que j'ai dans mon énorme base client de 40 millions de comptes au niveau mondial. » Vous retrouvez ça sur la mobilité. On parle beaucoup aussi de la mobilité et donc de plus en plus des apps, comme on dit, des applications qui sont disponibles. Les entreprises essaient de mettre ça à la disposition de leurs collaborateurs. La sécurité, le risque de devenir une entreprise de confiance, c'est aussi vrai. On retrouve ça aussi bien chez des géants comme Boeing ou Airbus dans le domaine de l'industrie, mais aussi des banques qui montent cet ensemble-là. Il y a aussi l'entreprise numérique qui se définit ou qui se développe à travers les talents, donc les ressources humaines, et les exemples de McDo, de McDonald's, qui forment des gens relativement, qui n'ont pas forcément beaucoup de bagages universitaires, mais pour devenir rapidement des managers. Donc c'est le clé de leur entreprise numérique. Et puis bien sûr, pour tout le monde, l'entreprise développement durable et responsable au niveau de la planète. Alors tout ça, ça nous amène à peu près vers 2020-2023. On parlait de cycle, vous voyez, de 40, dans 1980-2023, 43 ans, on est à peu près dans les clous. Et puis après, il y aura une nouvelle étape qui nous amènera vers 2040, où là, on aura une entreprise nativement numérique, vraiment dirigée par des digital natives, comme on dit, c'est-à-dire des personnes nées en 1980 ou après, de la génération du PC, de la génération du téléphone portable, et qui vont, en plus de cette organisation technique, amener les valeurs de leur génération. Donc la valeur de partage, les valeurs de location plutôt que d'achat, les valeurs de transparence liées à la philosophie Internet, les valeurs d'authenticité qui sont typiques de cette génération-là. Mais en attendant 2023-2040, il y a d'autres technologies aussi qui vont arriver, que les entreprises vont devoir s'approprier. Vous avez parlé du big data, je pense aussi à l'imprimante 3D. Alors justement, comment est-ce que tout cela va impacter la vie des entreprises? Comment est-ce qu'elles vont faire pour se l'approprier finalement? Alors c'est effectivement quelque chose aussi de nouveau, c'est-à-dire qu'historiquement l'entreprise est allée vers le numérique avec la technologie développée pour les entreprises. Aujourd'hui c'est la technologie qui est développée pour les individus. Et ça va remonter dans l'entreprise. Donc il y a 7 technologies que nous suivons de près. Vous en avez mentionné une, effectivement, peut-être en prendre 3. Cette dimension d'impression 3D, c'était un peu un zoom, un focus au CeBIT à Hanovre, vous savez, qui est le deuxième événement mondial au niveau de l'innovation, et au CES à Las Vegas, qui est le plus gros en janvier. Nous avons eu 2 autres aspects qui étaient la réalité augmentée, et puis la gamification. Donc dans un premier cas, c'est comment j'utilise des images faites par ordinateur
et que je les marie au physique. Donc par exemple, Ikea a eu des prix parce qu'il était capable de montrer comment allaient paraître les meubles que vous voulez acheter dans votre propre environnement. Ça s'applique beaucoup aussi dans le domaine de la mode. Les personnes peuvent se voir habillées avec ce qu'elles pourraient avoir acheté. Et puis la gamification, c'est l'utilisation des jeux pour rendre l'entreprise justement plus collaborative, plus conviviale, plus ouverte sur l'avenir. Donc, quels domaines vont être impactés par ces nouvelles technologies? Je pense la santé, l'automobile. Alors, il y a trois grands secteurs. Le podium des secteurs vont être impactés. Effectivement, c'est la santé, c'est le monde de l'énergie. On parle de smart grids, où on commence à voir, donc on passe des compteurs passifs à des compteurs communicants et puis bientôt intelligents. Et puis l'automobile, on parle de connected car. Et là aussi, on a vu sur les 4 décennies le rapprochement entre le monde physique de l'automobile et le monde numérique. Leur raison est donc, on va dire, aussi entre 2010 et 2020, on va passer de notre auto, notre voiture qui était un petit peu communicante avec son GPS à la limite, qui peut être localisée à une vraie véritable voiture connectée, où vous aurez non seulement des applications sur le téléphone mobile, mais aussi de la télématique embarquée qui vous permettrait ou qui devrait permettre d'améliorer énormément la sécurité et de réduire donc les accidents, tout en permettant aux utilisateurs à l'intérieur de la voiture d'accéder à toutes sortes d'applications, de jeux ou même de faire une partie de leur travail tout en roulant, puisque la voiture, comme les transports, c'est l'extension de nos 2 jambes en termes de mobilité. Oui, donc un exemple qui montre bien l'étendue, l'importance des bouleversements qui nous attendent et que les entreprises vont devoir anticiper. Voilà, puisque la théorie des cycles, bien connaître les cycles, c'est une manière d'anticiper les ruptures et d'anticiper l'intensité des ruptures. Et ça, c'est clé pour la survie et le développement des entreprises. Eh bien Bernard Dums, merci pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Xerfi Canal. Merci beaucoup.